m'appelle François Barcollier et je vais utiliser le micro comme Piam l'indique. Donc bonjour à tous, mon nom est François Barcollier. C'est peut-être un petit peu fort, non? Ou c'est... Très bien. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, la mission que m'a donnée Eddy, c'était de parler de ces sujets-là. Moi, ça ne m'ennuie pas, évidemment, mais on va essayer de le rendre un peu attrayant. Et évidemment, ça nécessite aussi que vous n'hésitiez pas à poser des questions. J'ai fait un support avec des éléments en lien avec le sujet clé qui est autour de la certification, avec une actualité qui est très forte, pour revenir sur plein d'éléments de définition, de périmètre, de ce que c'est, de comment ça se passe, etc. Et des éléments en lien aussi avec un autre sujet qui s'appelle la réforme de la facturation électronique, parce que, qu'on le veuille ou non, il faut aussi tenir compte de ça pour se projeter un tout petit peu plus loin, parce que ça va venir impacter également les bases de données, le modèle de données, l'architecture de transmission des flux, et il y a beaucoup de questions à se poser. Un tout petit point pour présenter qui est InfoCert. Je vais boire une gorgée, excusez-moi. Donc on est un secrétariat technique de l'AFNOR, l'Agence française de normalisation. Et en ce rôle, on met à jour des marques NF d'audit de logiciels. On audite des logiciels, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. On fait énormément d'audits. On est le spécialiste de l'audit de logiciels pour certaines parties, notamment fonctionnelles, en lien avec des besoins métiers. Et c'est là qu'on retrouve la fameuse NF 525 qui est autour de la conformité fiscale des systèmes d'encaissement. On travaille aussi de façon très proche avec la DGFiP, l'AFNOR, sur des thématiques en lien avec l'évolution et notamment la réforme de la facturation électronique. On travaille sur les ERP globalement, on travaille sur plein de sujets, l'archivage électronique, le coffre-fort numérique. Il y a plein de sujets qui sont en lien avec les ERP. Donc on travaille sur tout ça. Et on travaille aussi en ce moment au sein de la commission AFNOR, au sein des sous-groupes. Je vous présenterai tout ça, mais rapidement. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail de tout ce qui se passe, mais de vous avertir, pour ceux qui sont un petit peu loin de ces sujets, de ce qui est en train de se passer, où, et de l'impact que ça va avoir demain pour vous. Alors déjà, la certification des logiciels B2C. Un petit point sur l'évolution, le contexte, comment c'est arrivé. Il y a une étape qui n'est pas là, mais qui était un peu le précurseur de tout ceci, c'est que l'État s'est rendu compte que sur le marché du B2C, il y avait un petit problème qui était que les utilisateurs des produits logiciels fréquemment demandaient la touche magique, le bouton Harry Potter, le mode DGFiP. Enfin, il y avait toujours des petits noms, mais en fait, dans le but de tout simplement pouvoir effacer une partie des recettes et de pouvoir... Cette musique dramatique tombe au bon moment. Et donc, l'idée de tout ceci, évidemment, du point de vue de l'utilisateur, donc commerçant, est de pouvoir effacer une partie des données qui sont dans la base de données, de déclarer moins de chiffre d'affaires, de payer moins d'impôts sur les sociétés, mais surtout de garder pour lui toute la TVA collectée sur les particuliers, qui sont, eux, ceux qui supportent la TVA. Et puis ça continue, puisque ça a d'autres conséquences. Et donc, 2015, négociation dans le cadre du PLF pour 2016, puis décalage au projet de loi de finances pour 2018, arrivée d'un article dans le Code général des impôts 286.1.3 bis du Code général des impôts, la fameuse, ce qu'on appelle la loi antifraude à la TVA, qui est à coquiner d'un BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, donc la doctrine administrative en lien avec le sujet, pour expliquer au-delà de ce petit article, un bout d'article dans le Code général des impôts, ce qu'entend la DGFiP par ces notions en fait, de conformité fiscale. Il y a 4 grands critères: inaltérabilité, sécurité, conservation et archivage des données de transaction dans le B2C pour lutter contre la fraude. Voilà. Et donc, c'est arrivé comme ça, et ça a évolué. C'est un sujet qui évolue tout le temps, puisque la loi AGEC introduit la non-impression systématique des tickets. L'examen de conformité fiscale qui arrive va veiller à vérifier l'existence de preuves de conformité des systèmes d'encaissement. La loi de finances rectificative en 2022 introduit des dispositifs relatifs
à la réforme de la facturation électronique qui elle-même inclut un reporting spécial pour les données de B2C. Ça s'appelle le e-reporting. Dans le cadre de la réforme, il y a plusieurs types de flux qui doivent être envoyés à la DGFiP. Cette réforme est européenne, c'est la réforme VIDA. Tous les États vont avoir, par le biais de leur DGFiP local, un concentrateur de toutes les données de l'économie qui va réceptionner tous les flux. Et donc, les architectures en fonction des pays, évidemment, ne sont pas les mêmes. Les modèles de données ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a une vraie harmonisation européenne. Et donc, ça impacte nos fameux logiciels de caisse, puisque demain, ils devront aussi être en capacité d'émettre des données de e-reporting. Enfin, la loi de finances pour 2025, qui est arrivée un petit peu tardivement suite au hockey qu'il y a eu en fin d'année dernière. Et donc, on a eu le 15 février, du coup, la publication de la loi de finances pour 2025, avec la suppression d'un des deux modes de preuve qui étaient tolérés avant. Donc, il y avait deux modes de preuve, la certification d'un côté, l'auto-attestation de l'autre. Attestation faite par l'éditeur lui-même pour son logiciel, qui indiquait que son logiciel était en conformité avec les attendus fiscaux. On peut se poser des questions, mais c'était comme ça que c'était monté à l'époque. La certification devient obligatoire, le BOFIP est réécrit et a été publié le 16 avril 2025. Voilà, donc ça c'est le contexte un petit peu global sur les évolutions en lien avec cette partie B2C. Il faut bien comprendre qu'on parle du sujet B2C plutôt que de parler de caisse, plutôt que de parler de système de caisse ou de caisse physique. Ici, ce qui intéresse la DGFiP est la trame de fond en fait, de toutes les problématiques de définition, de périmètre, de à qui ça s'applique, etc. Le point de départ, c'est que la DGFiP, pour elle, il y a un écart énorme entre les transactions B2B et les transactions B2C. Puisque dans le B2B, on va avoir des gens qui vont pouvoir déduire la TVA qu'ils ont collectée, alors que dans le B2C, quand on fait des transactions B2C, on collecte de la TVA qu'on va devoir reverser. Donc en fait, il y a une grande différence puisque ce sont les particuliers qui payent la TVA, là où les entreprises peuvent déduire la TVA. Donc ceux qui supportent la TVA, ce sont bien les particuliers, d'où la problématique de lutte contre la fraude dans le B2C. Et c'est ça qui, derrière, introduit du coup des éléments de définition sur le périmètre. Là, je me concentrerai juste sur les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée si elles effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services, etc., etc. Utiliser un logiciel ou système satisfaisant à des conditions, les 4 grands critères, inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données, attesté par un certificat délivré par un organisme accrédité. Et la petite partie de la phrase qui a disparu, c'était l'attestation individuelle qui était conforme à un modèle fixé par l'administration. Et donc ça a été modifié par l'article 43 de la loi de finances. Donc certification dorénavant pour les gens qui sont dans le périmètre. Qui sont les gens dans le périmètre? La définition de base, c'est qu'un logiciel ou système de caisse, c'est un système informatique qui est doté d'une fonctionnalité de caisse. Reste à définir ce qu'est une fonctionnalité de caisse, qui consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement, c'est important, on pourra y revenir après, mais là en fait, il faut se dire qu'on est sur de la conformité fiscale. Si à un moment donné, on bascule sur des écritures de compta qui sont au sein d'un ERP automatique, obligatoire, systématique, sans intervention humaine, les 4 critères qui sont retenus aussi pour la DGFiP, à ce moment-là, on est sur quelque chose de différent et on peut sortir de l'obligation de certification des caisses. Mais il faut vérifier ces 4 critères de systématicité, d'automaticité, sans intervention humaine, etc. Donc, à partir du moment où on a une fonctionnalité de caisse et que c'est extra-comptable, on doit avoir une certification, quel que soit le mode de règlement, espèce, chèque, carte bancaire, virement, prélèvement. Et j'en arriverai juste après aussi à des tolérances qui existent. Et on avait sur l'extra-comptable. Dites-vous qu'un logiciel qui enregistre les transactions d'un côté, puis qui va ensuite envoyer des flux, par exemple à un format défini, les gens utilisent plein de logiciels de compta, Sage ou d'autres, hein, pour nommer certains qui sont très connus, ils vont envoyer un fichier qui permettra derrière de faire les écritures comptables. Dans un cas comme celui-ci, le logiciel dans lequel les informations de transactions B2C ont été saisies est soumis à la certification. Un logiciel, par contre, intégré, qui fait de la saisie des transactions et la comptabilisation automatique de toutes ces transactions,
Donc la comptabilité se renseigne de manière obligatoire sur chaque transaction. Une facture est faite et il y a une écriture comptable. À ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de certification puisqu'on estime que c'est plutôt un système comptable qu'un système fiscal de caisse. Il faut bien dissocier les deux, c'est-à-dire que le cas dont on vous parle sur l'extra-comptable comptable, c'est quelque chose qui, franchement, on le rencontre quasiment jamais. Quand on en parle avec les gens, quand on regarde le sujet, on se rend compte que ça n'arrive quasiment jamais, puisque les logiciels de saisie des transactions, en général, envoient des flux ensuite à un autre logiciel de compta. Donc il y a bien deux boîtes différentes. Et le problème est que et je suis désolé de m'attarder sur ce point-là, mais c'est assez important, puisque ça peut permettre de sortir de cette certification obligatoire. Mais en gros, s'il y a deux modules côte à côte et qu'on doit construire un pont entre les deux pour aller de l'un à l'autre, ça suppose des interventions, ça suppose qu'il y ait une temporalisation, que ce ne soit pas automatique, et donc on peut toujours modifier les bases de données, les informations, et donc on pourrait tricher. Et c'est ça, ça explique. Voilà. Donc, sont visés tous les systèmes qui enregistrent des opérations réalisées avec des clients non assujettis à la TVA, peu importe le secteur d'activité, quel que soit le mode de règlement, et une seule transaction B2C suffit à entrer dans le champ. C'est-à-dire que si vous êtes un logiciel de facturation, que vous émettez des factures pour des clients B2B et que vous avez aussi des clients B2C, vous êtes dans le champ. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, les bases de données pourraient avoir été modifiées pour effacer une grande partie des transactions et récupérer la TVA pour soi. Donc peu importe la volumétrie des transactions B2C, ce qui compte, c'est vraiment, y a-t-il des transactions B2C à l'intérieur du lot? Et c'est ça qui va permettre de déterminer qu'on est finalement un logiciel de caisse. Le logiciel de caisse, c'est une notion qui s'apprécie pas par la définition qui est donnée par un éditeur de logiciel, qui peut être, et on le verra juste après, un logiciel de gestion commerciale, un logiciel de facturation ou autre chose, mais qui va avoir un périmètre caisse puisqu'il saisit des transactions B2C de manière extra-comptable. Donc ça, c'est important. Il y a des gens qui sont exclus. Les livres de caisse papier, par exemple, et je m'attarderai un tout petit peu plus tard sur les sites de e-commerce, puisqu'il y a aussi une tolérance ad hoc qui existe, mais qui est très conditionnée, il faut le savoir. Les automates de paiement, les bornes de commande, etc. Donc toutes les saisies en fait, où il y a du B2C, par principe, sont dedans, et il y existe quelques tolérances sur lesquelles on va s'attarder ensuite. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'un logiciel de compta va avoir potentiellement, s'il fait des transactions avec des particuliers, un périmètre caisse. Un logiciel de gestion, c'est pareil. Un logiciel, en gros, dernier point, quelle que soit sa qualification de caisse, comptable, de gestion ou de facturation, et ça c'est un extrait du BOFIP, qui dispose d'une fonctionnalité de caisse, doit satisfaire aux différentes conditions, à partir du moment où il permet d'assurer le suivi des transactions avec des non assujettis à la TVA, donc des clients particuliers. Il doit être sécurisé. Voilà, donc le sujet faisait des remous. Donc évidemment, la DGFiP est venue préciser, garder en tête que son objectif, c'est de lutter contre la fraude sur justement l'effacement des recettes liées à des ventes avec des particuliers. Donc s'il suffisait de dire mon logiciel, c'est pas un logiciel de caisse, c'est un logiciel de facturation, et que ça permettait de sortir du champ, ce serait... La thématique est la même. La DGFiP ne l'emploie pas dans le BOFIP. Je vous présentais les définitions du BOFIP sur le sujet. C'est pour ça que j'ai utilisé ces termes. C'est exactement ceux qui sont dans le bulletin officiel des finances publiques. Elle n'a pas parlé spécifiquement des logiciels de billetterie, mais évidemment, vous enregistrez aussi des transactions B2C. Et je pense que le terme de quelle que soit sa qualification, du coup, permet aussi de comprendre que le sujet de fond, c'est y a-t-il ou non des transactions en B2C. Alors, il y a une mesure de tempérament qui est intéressante, qui est introduite par le paragraphe 35 du BOFIP. La certification n'est pas requise si tous les paiements reçus en contrepartie des ventes ou prestations de services passent directement
par un établissement de crédit qui correspond aux définitions du Code monétaire et financier, auprès duquel l'administration peut exercer son droit de communication, ou par un établissement bancaire établi au sein d'un pays de l'UE, etc. Parce que, en fait, il existe des obligations de transfert des données entre les États européens. Et donc, si auprès des banques, les établissements bancaires. Donc, les établissements bancaires transmettent les données de pays à pays. C'est comme ça que les particuliers qui ont des comptes bancaires à l'étranger se font retrouver par la DGFiP. En l'occurrence, si tous les paiements passent bien par un établissement bancaire qui a vraiment tout ce qu'il faut pour correspondre à la définition de l'établissement bancaire, c'est-à-dire il faut correspondre aux définitions notamment réglementaires d'établissements bancaires. Donc c'est des notions sur lesquelles on peut retrouver des éléments sur le site Regafi où il y a un petit peu tous les organismes pour comprendre s'ils ont bien toutes les accréditations de leur côté pour faire le métier, etc. Donc ça suppose de comprendre quels opérateurs vous utilisez, vous, dans le cadre des paiements en ligne, pour éventuellement pouvoir utiliser cette mesure de tempérament. Justement, vous pourriez l'être à condition de vérifier que c'est bien tous les paiements, qu'il n'y en a pas d'autres. Donc c'est le premier point. Que ensuite, ça passe directement par un établissement de crédit. Donc directement, un établissement de crédit qui correspond à la bonne notion. C'est-à-dire que si vous utilisez des prestataires qui sont des prestataires, il y en a beaucoup des prestataires qui permettent de faire du paiement en ligne, mais qui ne correspondent pas à toutes ces notions. Donc c'est à vérifier. Voilà, c'est un point où je pense que pour border ça et vérifier que vous respectez bien éventuellement les conditions d'une sortie de l'obligation de certification, je vous incite à probablement parler avec un avocat qui vous permettra de vous dire si point par point vous correspondez bien, si les contrats que vous avez signés avec les entités qui vous accompagnent sur tous ces modes de paiement, et de vérifier d'ailleurs que c'est bien tous ces modes de paiement, puisque voilà, les points d'attention, c'est attention aux prestataires de services de paiement qui n'ont pas le statut d'établissement visé par le BOFIP, donc ça, c'est à vérifier. Il suffit d'un paiement en chèque cadeau ou en espèces pour entrer dans le champ d'application. Vous ne pouvez plus utiliser cette tolérance s'il y a d'autres modes de paiement. Donc, si la DGFiP ne peut pas avoir l'intégralité des données par le biais des communications et de la coopération administrative entre tous les États membres, alors vous ne pouvez pas utiliser cette tolérance. C'est logique. C'est soit ils ont toutes les informations clés en main et ils peuvent tout vérifier, soit si vous sortez de ce cadre-là, et donc l'établissement bancaire n'est pas un établissement bancaire avec la bonne définition, avec les bonnes autorisations, ou alors il y a d'autres modes de paiement et du coup le circuit ne marche pas non plus, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Non, chèque, ça sort. OK. J'en arrive à la procédure de certification. Mais avant ça, y a-t-il d'autres questions, peut-être, sur ces sujets de périmètre et d'application de... Oui. Alors du coup, j'en arrive à cette slide aussi, qui est sur la temporalité. En fait, l'entrée en vigueur du texte, c'était du coup, le lendemain de la publication de la loi de finances, donc c'était le 16 février. Et en théorie, c'était applicable dès le 16 février. Évidemment, pour les gens qui ont besoin de se faire certifier, ce n'est pas envisageable de se faire certifier en un jour. Donc, un délai a été introduit par le BOFIP qui a été réécrit du coup, et publié le 16 avril. Et donc, en fait, il y a 3 phases pour se faire certifier. Il y a une première phase qui a démarré depuis le 16 février, qui va du 16 février au 31 août. C'est une phase du coup pendant laquelle il y a 3 modes de preuve qui sont admis, toujours sur le terrain, puisque vous le savez, soit en général ça se voit lors des contrôles fiscaux ou des demandes des inspecteurs, ils vont vous demander une preuve de conformité fiscale du système de caisse, et donc en l'occurrence du logiciel que vous utilisez pour vendre les billets, etc. Donc 3 modes de preuve, jusqu'au 31 août, vous avez toujours l'attestation. L'auto-attestation reste acceptable jusqu'au 31 août. Vous avez à côté de cela la preuve d'engagement dans l'audit, qui est un document que nous remettons pour montrer que vous avez pris un engagement d'entrer dans la certification et donc que vous allez passer votre audit
Donc ça, pour ça, il suffit de nous contacter et de démarrer la démarche. Et enfin, la troisième mode de preuve, évidemment, c'est la certification. Donc ça, c'est la période 1 qui va du 16 février au 31 août et qui permet du coup de maintenir et de donner du temps à tout le monde de s'intéresser au sujet, de comprendre le sujet et de faire les démarches pour être couvert, pour éviter un risque en cas de contrôle. Du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, c'est la deuxième période, l'auto-attestation disparaît, elle n'est plus acceptée. Il faut avoir soit une preuve d'engagement dans l'audit, soit une certification. Donc ça, c'est la période 2. Ça démarre à compter du 1er septembre. Et à compter du 1er mars 2026, il n'y a plus qu'un mode de preuve qui est accepté, la certification. Pour avoir une certification, c'est très simple, il faut contacter les organismes de certification. Vous en avez 2 sur le sujet. Il y a évidemment nous, InfoCert, pour la NF 525, et il y a également le LNE. Donc il y a 2 organismes. Contactez les 2, regardez ce que les gens proposent. Et dans tous les cas, si vous voulez, il y a des grilles qui sont appliquées à tout le monde et qui sont uniformes. Donc voilà, c'est un sujet qui est plutôt cadré. Et c'est un processus, si vous voulez, qui est normé. Donc c'est ce que j'explique juste au-dessus, c'est-à-dire que la certification, elle est faite par des organismes qui sont accrédités. Nous-mêmes, on audite les gens, mais on est nous-mêmes beaucoup audités. On est audité par l'AFNOR, on est audité par le COFRAC, du coup, sur certains sujets. Donc en fait, il y a l'audit, c'est forcément, ça n'est valable que si c'est réalisé par un organisme tiers qui applique des méthodologies qui sont définies par des normes ISO applicables aux organismes d'audit. Donc nous, on fait un métier qui est très encadré, et donc dans ce cadre-là, on va regarder un certain nombre de choses. J'y viens juste après sur que regarde-t-on dans le cadre de l'audit. Mais pour faire ce métier, évidemment, il faut des personnels compétents, des procédures ad hoc. Donc il y a tout un environnement de la certification. C'est certain que si on n'est pas trop habitué à tout ceci, voilà, ça vient avec un jargon qui est un jargon propre à tous ces métiers. Et évidemment, côté InfoCert, pour toute question, on sera ravis d'essayer d'expliquer les choses le plus clairement possible. Et évidemment, je vous invite tous à nous poser des questions et à ne pas hésiter d'ailleurs. J'ai des cartes de visite, mais je vais rester un petit peu après. On peut tout à fait échanger. Le but, c'est que les gens comprennent. Oui.
eu beaucoup de questions. Ah, vous en avez d'autres? Ok. Première chose, c'est qu'en fait, il y a une multitude de secteurs qui se font certifier. On a effectivement le hôtel, café, restaurant, c'est énorme. Donc il y a effectivement beaucoup de personnes qui se font certifier en NF 525, notamment parce qu'à un moment donné, la fraude, les gens qui étaient particulièrement visés, et je ne jette la pierre à personne, c'était notamment ce secteur-là. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu des pharmacies il y a eu 1400 pharmacies qui utilisaient un logiciel qui enregistrait les transactions et qui les effaçait, alors même qu'il y avait des remboursements de l'autre côté par la Sécu. Donc, il fallait oser quand même. Donc, c'est pour vous donner, c'est un grand écart. Il y a des gens de tout type de métier qui se font certifier. Il y a aussi des gens qui développent un logiciel en interne, c'est-à-dire une grande chaîne d'habitat ou de n'importe quoi, d'outillage, voilà, qui a développé en interne un logiciel qui permet de faire sa caisse, qui fait les transactions B2B et B2C, des trucs de peinture, il y en a plein. Ils vont avoir l'obligation de se faire certifier. Le sujet n'est pas le secteur. Le sujet est, y a-t-il des transactions B2C où il y a de la TVA payée par des particuliers qui risqueraient de s'envoler? Mais ça soulève une autre question qui est importante, qui est de dire, est-ce que vous, demain, vous saurez nous certifier, du coup, s'il y a bien l'application, etc. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires dans le cadre de la NF 525. Notamment, vous allez avoir un certain nombre d'exemptions, de caractères facultatifs sur des caractéristiques qui, pour d'autres, seraient obligatoires et qui tiennent compte du secteur dans lequel vous êtes. On ne peut pas vous demander de faire un logiciel dédié à l'hôtellerie alors que vous êtes sur la billetterie. Ça n'a aucun sens. Donc, évidemment, dans l'hôtellerie, ils vont avoir des problématiques particulières. Dans la restauration, ils vont aussi avoir des problématiques. Chez les coiffeurs, ils ont des problématiques particulières. J'ai eu récemment quelqu'un au téléphone qui fait une presse à huile. Donc voilà, tous les secteurs ont des problématiques hautement techniques. Je suis sûr que la presse à huile, c'était hautement technique. Il y a des questions de soupesage et de durée de maturation. C'est incroyable, des trucs qu'on découvre voilà. Mais le cœur de contrôle de la certification repose bien sur l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage. Si vous dites qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place et que du coup vos logiciels se comportent très bien, génial, ça veut dire que la certification sera simple. Si par contre vous voulez aller négocier avec la DGFiP une évolution spécifique pour le secteur de la billetterie, pour obtenir que vous sortiez du cadre d'application, trouvez les interlocuteurs au niveau de la DGFiP. Il est toujours temps de le faire. Si vous souhaitez parler avec eux pour leur dire pour telle et telle raison, ça ne devrait pas s'appliquer à nous, allez-y.
Est-ce que vous en diriez autant de l'intégralité des gens qui vendent des logiciels dans le secteur? Non, non, mais du secteur de la billetterie. Est-ce que vous pensez que l'intégralité des éditeurs du secteur de la billetterie, il n'y en a pas un qui... Ah, bien sûr, mais on a beaucoup de gens qui... L'obligation de conformité fiscale sur les éditeurs de logiciels de caisse, pour parler plus généralement ici, hors billetterie, c'est quelque chose qui existe du coup depuis 2016-18. Bon, le droit de communication en tant qu'éditeur de logiciels de caisse, c'est un truc qui existe depuis 2014. Je vous assure que la moitié des gens qui nous contactent, ils n'ont pas les documentations obligatoires qui sont demandées par la DGFiP. Ils n'en ont aucune idée. La conformité est un sujet qui passe à la queue de tout le reste. Et évidemment, après le business, c'est évident, puisque c'est ça qui va vous faire vivre. Et c'est logique. Mais à un moment donné, ce que regarde la DGFiP, c'est est-ce que les gens déjà appliquent le cadre qui existe aujourd'hui. Et si on en arrive là aujourd'hui, c'est parce qu'énormément de gens n'appliquaient pas le cadre qui était... Les gens signaient un bout de papier en disant notre logiciel est en conformité, et derrière, il n'y avait rien. Et du coup, les gens pouvaient effacer des transactions. Et pour le secteur de la billetterie, j'ai bien conscience qu'il y a un cadre qui est spécial et que vous avez des obligations qui sont ailleurs d'ailleurs dans le BOFIP et qu'il y a des vieux BOFIP d'ailleurs qui viennent s'appliquer et que c'est compliqué, que c'est spécial. Les spectacles vivants, etc. Il y a plein de choses très spéciales. Hein. Dites-vous que dans plein de métiers, plein de secteurs, il y a des spécialités qui sont tout autant techniques aussi. Oui, oui, mais c'est pareil pour... Hmm. Mais bien sûr. Les paiements en cash sont encore très appréciés. Hein. De développement du logiciel. Ouais. Vous réglerez vos comptes après. Alors, juste avant d'aller là, qui est un sujet où j'ai prévu quelques slides sur ça, euh, je voudrais aussi, du coup, donc le premier point, c'est de comprendre pourquoi la billetterie. En fait, parce que tous les autres. Ensuite, le deuxième point, c'était, mais si billetterie, alors est-ce que vous êtes capable d'auditer la billetterie avec ses spécificités? On n'ira pas forcément auditer les détails de votre métier. Ce qu'on va regarder, c'est le cœur des 4 grands critères de la DGFiP. Et sur ça, on a en général un schéma d'audit qui est commun. Et quand ça ne s'applique pas et que c'est trop différencié sur certaines autres choses, déjà dans le texte du BOFIP, il y a des moyens de ne pas regarder certains éléments. Et surtout, dans le cadre de l'audit, évidemment, il y a des choses qui sont facultatives. Je veux dire, il y a des logiciels de facturation qui sont exemptés des clôtures journalières. C'est logique. Ils ont un cœur de caisse, mais ce n'est pas leur métier de faire de la caisse. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire, c'était 1, 2. Et la remarque qui était sur... Mais du coup, on est parti loin parce que là, vous nous reparlez des établissements bancaires. Alors, c'est un bon point.
faut vérifier tout de même, puisque vous le savez bien, le caractère lucratif ou non d'une activité, d'une prestation de service, notamment, en fait, va dépendre de temps en temps. Il peut y avoir des secteurs TVA au sein d'associations. Ça existe. Si on est en... Ouais. Ouais. Les utilisateurs ne le savent pas forcément très bien eux-mêmes. Vous êtes éditeur ou vous êtes... D'accord. Donc vous avez vu le cas d'associations qui en fait étaient soumises à TVA. Voilà. Je vous remets le texte de l'article 286 qui précise bien que toute personne assujettie à la TVA doit... Donc si effectivement vous servez majoritairement du secteur non lucratif et qu'au sein de ce secteur non lucratif, attention, il n'y a pas une sectorisation TVA sur une partie de leurs activités où elles sont en concurrence avec le secteur lucratif et donc c'est soumis à TVA, donc attention, c'est un peu de la responsabilité de tout le monde de faire attention. Mais oui, à ce moment-là, pour ces gens-là, mais ça m'étonnerait que votre logiciel ne serve qu'à ces gens-là, sauf si votre logiciel est dédié justement aux associations, aux organismes. Dans l'associatif, que du paiement en carte bancaire. Ouais. 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 J'ai juste un petit problème avec ça, c'est que comme vous le savez, la réglementation française prévoit quelque chose qui n'est pas dénué de sens, qui est qu'on ne peut pas ne pas accepter les paiements en cash pour une raison simple, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus les moyens d'avoir un compte bancaire, qui vivent un peu au jour le jour, qui vont pas très bien, qui sont interdits. Et c'est pour ces gens-là, en fait, si on leur refuse l'accès à certains types de prestations, c'est des gens qui pourront plus nettoyer leurs vêtements, qui pourront plus une fois de temps en temps, il y a une problématique. Si vous voulez aller dans cette voie-là, regardez, mais pour moi, il me semble qu'il y a cet écueil-là quand même qui risquerait d'apparaître, surtout pour des associations où je pense qu'il y a une pratique du cash qui est très répandue quand même. Oui, nous, alors en fait, on intervient parce qu'il y a un sujet de fuite de recettes fiscales. Il y a une énorme perte d'argent pour les caisses de l'État. Donc, je pense que les éditeurs qui sont justement les gens qui ont fait qu'on en arrive là, c'est jamais les gens qu'on a nous en face de nous, évidemment. Donc les gens qui sont dans la salle, je ne doute pas du fait que voilà, vous fassiez les choses bien et que effectivement. Mais ça veut dire
plusieurs choses. Ça veut dire que vous allez passer. Ça veut dire que les gens qui ne le font pas, demain, par contre, eux, ils auront des vrais gros problèmes. D'une part, à cause de l'absence de certificat, où là, du coup, ça va être la cata. Et par ailleurs, donc déjà, ils vont sortir du marché parce qu'ils n'auront plus d'utilisateurs. Et donc, forcément, vous allez récupérer du marché aussi. Et d'autre part, et c'est le sujet d'après, c'est la réforme de la facturation électronique. Je ne vois pas comment les gens qui ne sont pas en mesure et dont le premier et principal argument de vente, c'est regarde, il y a une touche magique et tu vas pouvoir éviter de payer et garder pour toi une partie des recettes. Je ne vois pas comment ces gens-là vont demain pouvoir s'intéresser à tous ces aspects en lien avec la qualité, la réforme, l'envoi des flux, le modèle de données attendu, les cas d'usage, les spécifications externes de la DGFiP. C'est une grosse... voilà, il y a une mer à traverser. Il est certain que ces gens-là, ils n'y arriveront pas. Donc il y a des gens qui vont sortir du marché. Ça va aussi libérer une partie du marché pour les acteurs qui font cet effort. Pourtant, ils sont détaillés. Oui. Mais moi, ce que je peux, moi, je peux vous proposer quelque chose. Je serais extrêmement preneur d'un papier qui viendrait de vous ou d'un mail, faisons simple, avec des éléments qui seraient d'une part au support, selon vous. Hein. Moi, je peux tout à fait véhiculer des messages à la DGFiP, il n'y a aucun problème. Mais vous allez, attention, vous allez avoir un rendez-vous avec eux et vous allez devoir expliquer pourquoi vous pensez que vous, spécifiquement vous avez le droit de ne pas vous faire certifier alors que tous les autres doivent se faire certifier. Et là, ce ne sera pas moi en face. Non, non, mais et la deuxième chose, c'est que je vous propose aussi de peut-être regarder entre vous les points sur lesquels vous pensez que vous avez des aspects très spécifiques à la billetterie pour qu'on puisse aussi un peu mieux anticiper vos audits, si besoin, sur certains aspects où il y aurait des questions qui pourraient se poser. Et donc les premiers retours des premiers qui ont commencé à prendre les devis et à regarder les référentiels, tout à fait preneur d'un petit travail en commun, si vous avez besoin qu'on précise un peu plus certaines choses dans les référentiels d'audit en termes obligatoires, facultatifs, pour tenir compte de spécificités du métier. J'ai aucun problème avec ça. Non, c'est différent ici. Là, en fait, ce qu'ils entendent par là, notamment sur l'archivage, la DGFiP dit qu'elle veut pouvoir avoir accès aux données. Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il faut déjà conserver les données, faire en sorte que même si elles sont archivées d'une année sur l'autre, ce qui est la moindre des choses, de faire en sorte qu'elles puissent y avoir accès, donc que ce soit un format lisible et pas propriétaire. C'est surtout ça. Donc il n'y a pas de format CNC ou de format quoi que ce soit. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit, par exemple, non mais une archive avec un format qui... Oui, c'est un CSV.
Non, c'est... Et attention, parce que là, on parle bien du sujet de la certification des caisses. Et donc là, on adressait le sujet du contrôle par la DGFiP sur les archives, où ils demandent d'avoir un format ouvert, donc accessible par eux, mais sécurisé. Donc, il faut tenir compte du fait aussi que la réforme arrive, la fameuse réforme de la facturation électronique, et que ça va nécessiter... Donc, il y a 3 formats qui sont parlés dans le cadre de la réforme. C'est UBL, C2I et FactureX. On pourra y venir après, mais ça veut dire aussi que vous allez devoir envoyer des flux à des acteurs qui, eux, vont les traduire, si ce n'est pas natif, dans ces formats-là, pour pouvoir les véhiculer de plateforme à plateforme et à la DGFiP. Donc, c'est pas un format comptable. La facture disparaît. Demain, il n'y a plus que des transactions, des flux. Ouais. Oui. Oui. Mais on ne vous demande pas de faire une archive qui soit spécifique au métier de la billetterie. Ce que demande la DGFiP, c'est de pouvoir lire les archives et retrouver ces petits. Ouais. Non mais ça mais auto-attesté, c'est ça? D'accord. Ah oui, bien sûr. Oui, sur la sécurisation, vous avez différentes façons de faire. Et à partir du moment où on a confiance sur la méthode qui a été utilisée, vous ne serez pas pénalisé, hein. Donc, moi, sur ça, je ne suis pas très inquiet hein, par rapport à... Je ne vois pas de réel sujet. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc,
Sont notamment auditées l'identification des processus et des données d'encaissement, la sécurisation de l'enregistrement des données relatives à l'encaissement par la signature électronique ou le chaînage, l'existence d'une piste d'audit ou de traçabilité des opérations d'encaissement, l'absence de fonctions occultant les données d'encaissement, les moyens de restitution des données, la capacité à générer des archives et des aspects en lien avec le droit de communication. Donc ça, c'est des éléments de base qui sont dans la certification. Mais en gros, je vous le dis à tous, puisque je pense que les slides seront disponibles et que par ailleurs, pour tous ceux qui nous ont contactés déjà et qui ont reçu un devis et qui veulent avancer, vous recevez instantanément les règles, la preuve d'engagement qui permet de montrer que vous avez démarré les démarches et aussi, évidemment, une formation où on redescend l'intégralité du référentiel. On pose toutes les choses, on répond à toutes les questions. Sur la partie qualité, produit, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Et évidemment, on est là pour essayer d'apporter des réponses. Hein. Non, on est à Paris. Ah ben, InfoCert a bougé. Ça fait Albi, Avignon, Paris, Avignon, Paris. Et l'AFNOR étant à Paris aussi. Ok, et là j'en arrive à une partie qui peut-être vous intéresse moins, sur laquelle je vais passer vite, mais au moins vous aurez entendu quelqu'un vous en parler si ce n'est pas arrivé. Vous pourrez me dire aussi, mais ça peut être agréable de savoir où on met les pieds. Ça s'appelle la RFE, c'est la réforme de la facturation électronique. Et je vais essayer d'en parler vite. Mais le concept de base, c'est que la directive VIDA, donc VAT pour TVA, in the Digital Age, donc VIDA de son petit nom, c'est la nouvelle mouture de la réforme TVA. Et donc ça implique quoi? Ça implique qu'à horizon juillet 2030, tous les États de l'Union européenne aient mis en place un système qui permet aux autorités locales de recevoir tous les flux de facturation. Tous les pays de l'Europe, mais en fait c'est un sujet, la numérisation, des plateformes de ce type-là, il y en a un peu partout dans le monde maintenant. Donc l'idée c'était de cornaquer ça au niveau européen pour avoir quelque chose... J'ai pas passé une slide. Si, pour avoir quelque chose qui soit à peu près homogène, et ils en ont profité pour lancer des travaux d'harmonisation au niveau européen de ce qu'est une facture, de ce qu'est une transaction dans le B2C, dans le B2B. Et donc, il y a des groupes de travail qui permettent d'essayer d'harmoniser ça, ce qui peut aussi ouvrir des perspectives au sein du marché européen pour aller chercher dans d'autres pays si ce n'est pas encore le cas. Donc, pour la France, pour la partie France, l'agenda, c'est celui-ci, c'est-à-dire que pour les grandes entreprises et les ETI, septembre 2026, émission et réception. Pour tout le monde, septembre 2026, réception, puisque si certains commencent à émettre dans l'architecture et qu'il n'y a personne pour recevoir, ça ne marche pas. Donc, à compter de septembre 2026, comme les plus grands émettent, tout le monde doit recevoir aussi. Et à compter du 1er septembre 2027, les plus petits vont également devoir émettre leur flux dans le cadre de la réforme. Donc il y a des sites qui sont très bien faits avec plein de choses, notamment je passe à la facturation électronique sur le site de la DGFiP, des fiches pédagogiques qui répondent à plein de questions pour tous les gens qui n'ont jamais regardé le sujet. Il y a des liens du coup aussi sur ce qui s'appelle les spécifications externes de la DGFiP pour comprendre les cas d'usage, c'est-à-dire que tous les cas métiers sont traités avec des modèles de données attendus, et donc c'est ça qui va devoir circuler dans l'architecture. Donc le principe, il est simple, c'est que la facturation électronique concerne l'ensemble des opérations d'achat ou de vente de biens et de prestation de services. Et en fait, vous avez 4 types de flux. On dit souvent que c'est le B2B et le B2C, mais c'est en fait aussi des données de cycle de vie. Donc c'est en fait, est-ce que la facture émise, elle a été payée, etc. Est-ce qu'elle est contestée, etc. Donc il y a plein de choses qui vont circuler dans la petite architecture qui est le petit schéma à droite, qui est Made in DGFiP, qui explique un petit peu l'organisation avec un acronyme qui est PDP, pour plateforme de dématérialisation partenaire. C'est des acteurs qui ont été très visibles sur des réseaux ou dans vos mails. Tout le monde a reçu préparez-vous à la réforme, je passe à la réforme avec telle plateforme, c'est génial. Voilà. On a tous reçu les mêmes mails. Donc toutes les
PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, vantent leur système et expliquent en quoi c'est la solution clé en main pour avancer dans la réforme. Donc on y viendra juste après, mais en gros, des acteurs concernés par la réforme, il y a évidemment vous en tant qu'éditeur de logiciels, puisque vous faites du B2B, du B2C. Donc ça veut dire qu'il va falloir se positionner à un moment donné pour intégrer les attendus de la réforme dans vos modèles de données, valider que ça colle avec les attendus de la billetterie. Il y a peut-être un travail d'explication à faire s'il n'a pas été fait auprès de la DGFiP, mais il ne faut plus attendre beaucoup pour leur expliquer les spécificités s'il y a lieu, puisqu'il y a des secteurs dans lesquels notamment le transport, le tourisme, où c'est pareil, il y a des spécificités métiers qui sont très très fortes, le bâtiment, enfin, dans tous les secteurs, il y a des spécificités métiers très très fortes. Quand on s'intéresse à ces secteurs, on découvre plein de choses et donc forcément, on comprend que c'est compliqué. Mais voilà, donc il va y avoir différents types de flux, différents types d'acteurs, oui. En fait, vous allez avoir une agrégation par décade qui devra être envoyée pour les flux de B2C. Si vous avez des flux de B2B, c'est différent. Mais là, je me concentre sur le B2C. Vous allez devoir envoyer par code sirène de l'établissement, enfin, pas établissement justement, mais par code sirène, vous allez devoir envoyer un fichier de e-reporting à une PDP qui, elle, va transmettre à la DGFiP. Comment? Oui, oui. Non. Le travail de l'interopérabilité entre PDP, c'est géré différemment. Ça, c'était pour expliquer ce qu'était le portail public de facturation. Je vais juste dire deux mots, c'est pour dire que... Oui. Donc, typiquement, vos partenaires, ils vont... Alors vous allez pouvoir leur dire... Donc ça, c'est des gens qui vont notamment être concernés en réception à compter de septembre 2026. Très bien. Eux, pour leurs besoins comptables, il va falloir qu'ils récupèrent des éléments et qu'ils fassent leur compta. Après, il y a des sujets de communication pour l'émission entre les éditeurs, vous, et les PDP. Et donc ça, c'est un sujet qui est traité différemment, puisqu'il y a des commissions de travail au sein de l'AFNOR qui sont en cours, avec des sous-groupes, un sous-groupe dédié aux factures et aux statuts, un sous-groupe dédié au cas d'usage B2B, un sous-groupe dédié au e-reporting B2C, un sous-groupe sur la normalisation internationale pour miroiriser entre les travaux européens et les travaux français, et un autre qui est sur les interfaces justement entre ce qu'ils appellent les OD, les opérateurs de démat, et donc vous, les éditeurs B2C, B2B, vous allez demain avoir des choses qui vont être mises en place, des API qui permettront de communiquer avec les PDP. Il y a plusieurs pistes, donc celle-là, c'est une piste qui est très tangible puisque les travaux du sous-groupe 5 ont été terminés, donc c'est important de le savoir. Déjà, il y aura au moins une solution balai pour les éditeurs de B2C, de B2B pour communiquer avec certaines des PDP et envoyer des flux avec une API qui sera normalisée. Ensuite, le travail d'envoyer les flux de PDP à PDP, elles organisent ça entre elles, notamment par le biais du réseau PayPal. Donc c'est ce qui est en bas à gauche, le réseau PayPal, ce qui n'a rien à voir avec PayPal. PayPal, c'est un organisme justement qui s'est créé au sein de l'Union européenne pour faciliter les paiements au sein du marché unique et donc normaliser les échanges de flux de factures. Et donc c'est ça le standard qui va être retenu de PDP à PDP. Donc si on remonte sur le schéma, on va avoir ici des flux qui iront de PDP à PDP et qui descendront à la DGFiP. Et donc, notamment dans le cadre du B2B, c'est important, puisque évidemment, si vous envoyez une facture et qu'il n'y a personne qui la reçoit, ça ne marche pas. Et donc, comme le récepteur de la facture va avoir choisi sa PDP, il est important, donc d'ici septembre 2026, il est important que toutes les PDP se parlent. Et donc, il y aura un grand annuaire géré par la DGFiP qui aura tous les codes sirènes pour le routage des factures. Là, je parle de B2B.
qui permettra, entre acheteurs et vendeurs, de transmettre à sa PDP. Sa PDP transmet à la PDP de l'acheteur qui reçoit dans sa PDP. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Le nœud du milieu, c'est PayPal, en gros. Hein. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ça qui se passe sur le marché en ce moment. Pour envoyer les flux, il y aura l'API pour justement faire la connexion entre les éditeurs de logiciels et les PDP en entrée. Et les PDP se chargent d'envoyer les flux à la DGFiP. Donc c'est voilà, une réforme qui n'est pas évidente, mais... 95% est prêt. Non, non, mais c'est chaque seconde qui passe. Assez peu. Assez. Non, non, il y a quand même beaucoup de choses qui sont attendues derrière en termes de gains, d'efficience, de délai de paiement. Et il y a plein de choses qui sont importantes derrière qui se jouent. Hein. Bah, la logique, c'est par exemple en cas de Covid, de savoir exactement dans toute l'activité économique du pays, quel est le secteur qui a besoin d'aide. Et peut-être que si ça avait été le cas et qu'on avait eu ça, ils auraient vu qu'il fallait aider les acteurs de la billetterie. Et... Ok. Si vous avez un mandat de facturation, oui. Bah, ça, c'est pas bien, mais ça, c'est légal depuis très longtemps, ça. Ah, il y aura une solution. Il est l'heure. Il est l'heure. Ok. Eh bien, très bien. Du coup, je m'arrêterai là. En tout cas, je suis ravi d'avoir été ici aujourd'hui. Il y a, il y a- non, non, mais il y a beaucoup de questions, donc continuons dehors. Non, non, mais vous avez été tous très courtois. Hein.